pas que les touristes ont boudé le Gers, c'est simplement que nos événements Jazz et Marciac et l'ensemble des grands événements gersois culturels faisaient que ça donnait une occasion de venir dans le département. Et force est de constater qu'aujourd'hui, enfin cet été, la montagne et l'océan ont peut-être et la mer ont plus attiré les touristes que la campagne. Donc nous avons. Il y avait un espoir pourtant, on s'était dit le tourisme rural peut-être. Il y en a eu, ils ont été là, mais pas autant que prévu. Mais moins nombreux que lorsque nos grands événements font venir Jazz beaucoup de Marciac passionnés et qui profitent du département. Mais ils viennent d'abord pour les événements et puis ils profitent du bien-être dans le Gers. Donc il y a eu un premier écueil là. Puis il y a un deuxième écueil, ça a été celui du climat. Parce que le climat n'a malheureusement pas été favorable en 2020 avec des blés qui ont souffert de cet hiver trop doux, trop humide, printemps difficile et qui aujourd'hui ont donné des rendements qui sont les plus bas du siècle. On a vraiment la récolte la plus catastrophique. Les cultures de printemps, sauf ce qui est irrigué et qui a été correctement irrigué, se retrouvent amputées par le manque d'eau. Il n'y a quasiment plus sur le département, pas plus depuis le 10 juin jusqu'à quasi fin août. Donc c'est un vrai handicap. Pour réussir des années culturelles. Elle est mauvaise pour 2020. Elle est mauvaise pour les éleveurs parce que la sécheresse d'été a été difficile, compliquée dans la viticulture, compliquée au niveau des palmipèdes par la vente. Nous avons besoin aujourd'hui d'un coup de main des pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça peut être un coup de main des pouvoirs publics dans le contexte ? Eh bien, c'est répondre aux difficultés directes qu'ont tous ces agriculteurs. D'abord, c'est baisser la pression fiscale. Baisser la pression fiscale, la fiscalité lourde pour l'agriculture, c'est celle de l'impôt foncier. Jusqu'à présent, c'était ajourné, mais ça n'a pas été vraiment. Nous demandons aujourd'hui un dégrèvement total de l'impôt foncier, de manière à ce que l'État donne un petit coup de main et dise aux agriculteurs bon, on vous laisse la valeur de cet impôt-là pour vous laisser un petit peu respirer, pour refaire vos trésoreries et pouvoir réentamer une année culturelle à l'automne pour 2021 qui on espère sera meilleure. Aujourd'hui le dégrèvement il est partiel ou il n'y a rien du tout qui a été ? Il est en cours de discussion. D'accord. Mais pour l'instant il n'y a rien aujourd'hui. La discussion sur une part sur du partiel. Nous souhaitons un dégrèvement total. Le deuxième aspect des choses, c'est que le déficit de trésorerie que vivent les agriculteurs, il est important. Et là, ils sont en train de faire leur achat pour les emblavements qu'ils feront au mois d'octobre-novembre. Donc il faut acheter les engrais, les semences. Donc nous avons besoin de trésorerie. À une certaine époque, et ça date de 2009, presque plus de 10 ans, il y avait les fameux prêts Sarkozy qui avaient permis, à des taux d'intérêt très très bas, quasi à 0%, qui avaient permis aux agriculteurs finalement de réamortir sur 3-4 ans ce coût d'emblavement. Donc nous demandons aujourd'hui à ce que, puisque l'argent est moins cher qu'il ne coûtait en 2009, nous demandons à ce qu'il y ait la mise en place de nouveaux prêts qui permettent, sur un remboursement de 4-5 ans, de redonner la trésorerie à ces agriculteurs et que l'État vienne en garantie. Donc ça, c'est la deuxième C'est la deuxième demande. Pour toutes les filières. Elle est extrêmement importante. Toutes les mesures sont demandées pour toutes les filières. Toutes les filières sont handicapées. Pour diverses raisons, je viens de les évoquer, le Covid, le climat, toutes les filières ont été touchées. Donc voilà les deux mesures qui nous paraissent aujourd'hui indispensables pour que les agriculteurs puissent redémarrer et se remettre dans des perspectives positives pour l'année 2021 à venir. Parce que nous sommes dans une compétition, sinon mondiale, elle est déjà européenne, et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de perdre la bataille vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'Espagne, qui sont en train de nous doubler très largement au niveau agricole et agroalimentaire. Nous perdons de la performance, ça veut dire qu'ils sont mieux accompagnés que nous par leur pouvoir public par rapport à cette question agricole. Donc nous demandons à l'État de revenir comme un vrai partenaire de l'agriculture qui peut être un vrai objet de création de croissance et d'emploi. La crise du Covid aujourd'hui a mis le doigt sur un point, c'est notre sécurité alimentaire. On a tous eu peur à un moment donné de savoir est-ce qu'il y aura des choses dans le rayon demain. Donc ces questionnements-là, c'est pas des questionnements de temps de guerre, mais on s'en approche quand même. Je pense qu'il faut avoir aujourd'hui ce réflexe qui est de dire la France, qui est un des pays agricoles les plus merveilleux, dans le sens où un climat qui est extrêmement favorable, tempéré, qui permet de faire énormément de production, ça serait quand même malheureux que notre pays ne privilégiait pas l'autoconsommation. Mais quand je parle de se tirer des balles dans le pied, je peux juste vous donner l'exemple qu'en Espagne, c'est 16 ou 17% de l'eau
qui tombe en Espagne et qui est stocké par des lacs, 1,7% en France. On est dans un rapport de 1 à 10. Donc l'Espagne est beaucoup mieux préparée au changement climatique que nous le sommes en France. Et en France, nous avons encore des réticences. Et nous sommes aujourd'hui les spectateurs d'une eau qui descend nos rivières, d'une eau douce, et qui va à l'océan se faire saler. D'accord. Alors qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont en train de monter des énormes usines, presque nucléaires d'ailleurs, pour dessaler l'eau de mer, pour en faire de l'eau douce. Nous, on a la chance d'avoir l'eau douce qui nous tombe dessus, donc essayons de la stocker. 1,7% qui est stocké en France. Essayons d'en stocker juste le double. Ça est passé à 3%, alors l'Espagne est à 16 ou 17. Essayons juste de faire le double, et on sera bien loin derrière des autres. Et avec ça, croyez-moi, on fera des merveilles. On fera des choses extraordinaires, surtout dans des territoires comme les nôtres, où le déficit hydrique est légion. C'est pas nouveau que le Gers soit en déficit hydrique. Le canal de la Neste, qui a été fait au siècle, il y a 2 siècles maintenant, était quelque chose de nécessaire déjà à l'époque. Donc le Gers était déjà en déficit pour l'agriculture, pour l'eau potable, pour l'abreuvement des animaux, pour l'ensemble des usages, et y compris le milieu. Ce canal de la Neste, il devient fragilisé. Il devient fragilisé pourquoi ? Parce qu'il y a Toulouse, qui est en accroissement permanent, et qui à un moment donné est en train de tirer de plus en plus d'eau, et de la Garonne, et de la Neste. Et peut-être que demain, il y aura des choix à faire entre le Gers ou l'alimentation des Toulousains. Ça pourrait manquer plus tard, quoi. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais on voit que ça. C'est quand même dommage de ne pas se poser les bonnes questions à temps, et il est encore temps de prendre les bonnes décisions pour créer quelques ouvrages supplémentaires et nous permettre de renforcer notre bassin, et qui permettrait de pérenniser finalement notre autosuffisance alimentaire. Il y a des choses à faire. Un des enjeux. C'est effectivement, on a des pays qui sont très allants pour soutenir l'agriculture et les aider, et d'autres qui mettent des bâtons dans les roues. On est plutôt dans les pays qui mettent des bâtons dans les roues. Sans vouloir rentrer dans le débat des produits phytosanitaires, on le voit bien, ce débat des nicotinoïdes sur la betterave, qui ne fleurit pas, sur lequel il y a a priori pas de risque, et qui fait un très grand débat en ce moment. Celui du glyphosate est aussi une réalité. On veut être les héros de l'agriculture alternative, sans que personne finalement ne soit comptable de la perte que ça engendre. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'il y ait une comptabilité globale. C'est qu'à un moment donné, on mette face à l'ensemble de ces efforts-là, la perte d'autosuffisance alimentaire. Nous ne voudrions pas être les héros de l'environnement, mais des héros morts, qui économiquement n'existent plus, et qui dépendent de leur achat extérieur. Là, il y a un vrai risque. Donc, prenons-en conscience suffisamment tôt, et il n'est pas trop tard pour bien agir et pour faire en sorte que on puisse remettre notre agriculture gersoise et nationale dans le bon sens. Cela c'est compliqué parce qu'a priori ça va être quoi ? Ça va être soit tirer les autres pays vers aussi des normes les mêmes que les nôtres, mais bon, je vois pas trop comment ça va pouvoir se faire, ou sinon nous à renoncer peut-être à un certain niveau aussi d'exigence qui peut-être n'est pas justifié. Il y a clairement des niveaux d'exigence qui sont aujourd'hui des visions complètement idéologiques et qui n'amènent pas la plus-value qui est promise. Voilà, donc je pense qu'il faut aujourd'hui, il me semble, avoir un regard beaucoup plus objectivé sur une vraie balance plus globale de bénéfices, risques, d'intérêts pour notre pays, plus globale, ce que font les agriculteurs, y compris en conventionnel, la préservation de la biodiversité, la préservation des milieux, ça existe aussi en conventionnel, c'est vrai du bio, mais c'est pas vrai systématiquement dans tous les systèmes bio. Et c'est vrai du conventionnel, et c'est pas vrai systématiquement dans tous les systèmes conventionnels. C'est-à-dire l'approche, elle demande aujourd'hui à être hyper professionnelle pour savoir le mesurer, parce qu'on a affaire à des données qui sont multifactorielles, où il faut rentrer énormément d'éléments dans la balance. Le commun des mortels n'est pas capable de le faire, il faut cumuler beaucoup de spécialistes et de spécialités pour être capable de mesurer quel est le vrai bénéfice, s'il y en a un à un moment donné, d'une technique ou d'un intérêt, et savoir le remettre dans le contexte. Si une technique elle est intéressante, mais si elle engendre 2 fois plus de temps de travail, est-ce qu'elle est effectivement efficiente ? Est-ce que dans le marché, elle va être en compétition avec d'autres techniques qui coûteront moins cher ? Donc tout ça, il faut être en capacité de l'intégrer. Donc c'est complexe, ce que je dis est assez complexe, mais c'est pour dire que l'agriculture,
chaque fois qu'on s'en approche d'un peu plus près, on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper complexe, d'hyper difficile à appréhender, très multifactoriel. Donc faisons confiance aux spécialistes, parce que chacun dans son balcon avec son pot de fleurs peut se croire comme un bon cultivateur. Lorsque vous avez 40, 50 hectares ou 100 hectares à cultiver, le réussir régulièrement tous les ans, malgré la résilience du climat qui est très différente et qui nous réserve malheureusement et très souvent des surprises, mais aussi les aléas du marché sur lesquels il faut savoir s'adapter en permanence, ça c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que nous formons nos agriculteurs. C'est pour être capable finalement de répondre à toutes ces difficultés. Dans un contexte qui évolue. Les agriculteurs sont profondément européens. La PAC, depuis les années 60, ils savent que c'est ce qui a accompagné le développement de l'agriculture. La PAC, depuis quelques années, c'est une boulimie administrative et une boulimie administrative qui n'est plus en lien avec la réalité de la nature et la réalité de ce qui passe sur les exploitations. Donc nous souhaitons que la PAC, elle reprenne du bon sens paysan, qu'elle soit un peu plus en compréhension de ce qui passe dans les fermes, mais elle est nécessaire. Et elle est nécessaire pour garder une harmonie sur le territoire européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Une Europe dont les pays sont en train de se mettre en compétition sur l'agriculture. C'est un peu le cas là. C'est un peu le cas. Vous parlez d'Allemagne. Mais c'est dramatique. Mais c'est dramatique. Et tout ça parce que l'Europe tolère qu'il y ait des règles différentes entre pays. L'Europe devrait dire, il y a une réglementation européenne, elle s'impose à tout le monde, la surtransposition nationale n'est pas autorisée. Mais les premiers pays à demander la surtransposition et d'en rajouter, c'est la France. Donc nous demandons aujourd'hui à ce que l'Europe reprenne ses droits et impose finalement la suprématie de la réglementation européenne et empêche toute surtransposition nationale.